hier. Eh bien, que retenir des grands axes de ce budget? Quelle est la place du social et quelles sont les priorités de l'exécutif? Nous essayons d'apporter des éléments de réponse avec notre invité déjà ici, Gérard Benossi, président de la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale du Bénin. Honorable Benossi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, chers amis journalistes. Bonsoir, Clément. C'est avec plaisir que je suis avec vous. Alors, plus de 3033 milliards de francs CFA, c'est le montant total de ce budget général exercice 2023, le plus grand budget de l'État sous Patrice Talon, si on peut l'affirmer. C'est vrai qu'il n'est pas encore en fin de mandat. En tant que président de la Commission des finances et des échanges, généralement, quand vous passez à cette étape, quand vous arrivez à voter ou à faire passer le budget général de l'État, quel est le sentiment qui vous anime? Merci beaucoup. En tant que président de la Commission des finances et des échanges, à chaque fois qu'on conduit le processus budgétaire, quand on arrive au moment où le président de l'Assemblée nationale avec son maillet, tape sur la table et dit l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité des députés présents représentés la loi portant budget de l'État pour l'exercice temps. Je pense que c'est un ouf de soulagement. Parce que vous savez que le processus budgétaire n'est pas du tout repos. C'est sur plusieurs semaines que nous conduisons les travaux, à partir déjà des travaux préparatoires, qui sont les séminaires d'appropriation, de préparation des députés, pour leur permettre de s'approprier le contenu du projet de loi de finances. Vous savez que tous les députés ne sont pas des financiers. Pas du tout. Et même si vous êtes financier, avec la liasse de documents qu'on reçoit, qui sont des exigences de la LOLF, c'est-à-dire la loi organique portant loi de finances, qui est une transposition d'une directive de l'UEMOA, je pense que on se perd en conjecture dans ces documents, et la pratique parlementaire fait place à ce que nous appelons les séminaires d'appropriation. Et nous avons à l'intérieur de l'Assemblée nationale des instances techniques telles que l'UNACEB, l'unité d'analyse du budget de l'État, qui, en collaboration avec le PACPOGE et puis les partenaires techniques et financiers comme le PNUD, prépare des modules qui permettent aux députés de s'approprier le contenu du projet de loi de finances, de retenir l'essentiel, et aussi la loi de finances, les mesures fiscales reconduites comme les nouvelles. Il faut vraiment des séminaires pour permettre aux députés donc de s'en approprier. Et quand vous faites tout cela, et après vous faites les audiences publiques, qui sont une occasion où la commission budgétaire reçoit les centrales syndicales, la Confédération nationale des travailleurs du Bénin, le Conseil national du patronat du Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la Chambre de l'agriculture, la Chambre des métiers et l'Association nationale des communes du Bénin, qui tour à tour passent devant la commission budgétaire pour exposer leur point de vue sur le projet de loi de finances et confient aux députés leurs observations, leurs préoccupations, dont les députés se servent pour formuler des amendements avant que vous n'entamiez l'étude proprement dite du projet de loi avec le passage des membres du gouvernement et des institutions de la République. Alors, si vous faites tout ce processus et après vous élaborez les rapports spécifiques, puis vous les faites adopter, vous faites le rapport général que vous déposez, et qu'en plénière, le jour du vote, tout se passe bien, et après on dit c'est fini. Je pense que c'est un ouf de soulagement. On se dit, voilà, on a encore accompli une œuvre pour la République.
Alors cette émission se veut un peu pédagogique. C'est vrai, le travail de l'exercice budgétaire au Parlement est un peu purement technique, surtout quand on écoute vos explications. Alors, honorable, est-ce que ce métier je dirais, de parlementaire, mais spécifiquement de quelqu'un qui a travaillé dans cette commission, ça vous fait, je crois, le deuxième mandat au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous passionne, vous particulièrement? Ah ben oui, pour nous qui sommes les passionnés des chiffres, je pense que ça nous passionne beaucoup. Non seulement passionnés des chiffres, mais lorsque vous avez l'opportunité d'avoir accès au contenu des budgets des ministères sectoriels pour savoir ce qui est prévu par l'État pour être réalisé en direction des populations dont vous êtes les mandataires. Je pense que c'est un privilège de savoir ce qui est prévu en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de fourniture de l'eau, en matière d'infrastructures. Et surtout, les députés sont souvent portés sur tout ça là, les infrastructures. Quelle route ira dans mon département? Quelle route ira dans telle localité? Lorsque vous avez l'opportunité d'avoir la primeur de ces informations, je pense que c'est souvent passionnant. Et puis, pendant la période, vous voyez que les députés sont présents, ils viennent. Vraiment concentrés. Concentrés. Quand on vous appelle, c'est difficile de vous voir décrocher. Et oui, sont concentrés, veulent voir tout, comprendre tout, parce qu'ils auront dans leur posture de mandataire du peuple, comme je l'ai dit, avec l'obligation de rendre compte, de redevabilité, ils sont plus qu'attentionnés, veulent tout comprendre pour pouvoir rendre compte après aux populations dont ils sont les mandataires. Donc, pendant cette période, c'est vraiment passionnant. Moi, je peux vous le dire. Avoir un œil sur tout ce qui se fait dans l'État, dans l'appareil étatique, dans toutes les institutions de la République, tous les ministères sectoriels, avoir l'opportunité de savoir ce qui s'y passe et ce qui s'y passera, parce que on vous rend compte déjà, avant d'exposer le contenu du projet de loi de finances pour l'exercice N+1, la pratique veut que on vous rende compte de l'exécution du budget en cours. Donc, 2022, à fin septembre, on vous rend compte de tout ce qui a été fait d'abord avant d'exposer ce qui est projeté pour l'année suivante. Donc, ça veut dire que c'est une période très passionnante et ça permet aussi aux députés, pendant cette période, de demander des comptes aux ministres sectoriels qui passent sur tel aspect de l'exécution du budget. Alors, les ressources que nous avons mises à votre disposition au titre de l'année en cours, comment est-ce que vous êtes en train de les utiliser? Tel projet, comment est-ce que c'est conduit? Dans telle localité, pourquoi il n'y a pas ci? Pourquoi vous n'avez pas fait ci? Ce qui était prévu, pourquoi ce n'est pas fait? L'année dernière, nous avions fait des recommandations dans tel sens. Vous en êtes où pour ces recommandations-là? Et les ministres et les présidents d'institutions ont le devoir de rendre compte, de dire ce qu'ils ont fait de ces recommandations. Quelles sont les recommandations qui ont été mises en œuvre, qui ont été observées, lesquelles ne le sont pas encore et à quel taux et pourquoi. Donc, je pense que c'est une période qui est une période de dialogue entre les parlementaires et ceux qui incarnent le pouvoir étatique que sont les ministres sectoriels et les présidents des institutions. Donc, c'est vraiment passionnant. Honorable, avant d'aller dans le fond de notre sujet pour parler du contenu de ce budget général, l'exercice 2023, il y a aussi une question qui fait beaucoup de polémiques et beaucoup de commentaires. Le vote à l'unanimité qui est devenu depuis quelques années une tradition. Est-ce que vous, en tant que parlementaire député, vous avez des raisons qui expliquent cette unanimité? Parce que dans un passé récent, quand il y a vote du budget, on se souvient de tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui a su changer brutalement cette pratique qui n'était pas forcément bonne avant? Merci beaucoup. Même pendant les périodes que vous indexez, où la période du vote du budget de l'État était une période houleuse, où tous les projecteurs sont braqués sur l'Assemblée nationale, où on voit les députés dans des envolées lyriques
ou jetant des diatribes. C'était parfois des règlements de compte. Contre le gouvernement. Je peux vous dire que pendant ces périodes aussi, on voyait que à des moments donnés, le budget, malgré tout, après les budgets sont votés. Mais les parlementaires se saisissent de cette période pour pouvoir montrer au peuple qu'ils sont en train de travailler pour eux. Et puis, surtout quand on est dans la peau de l'opposition, de l'opposant, l'opposant veut, pendant cette période, montrer aux populations qu'il est le meilleur défenseur de leur cause pour pouvoir damer le pion à ceux qui sont au pouvoir. Mais ce n'est pas la même chose quand, aujourd'hui, vous le savez, le contexte dans lequel nous sommes, le Parlement qui est là, ce qu'on nous reproche, c'est que les deux groupes parlementaires qui sont représentés, qui sont à l'Assemblée nationale, soutiennent l'action du gouvernement. Ça veut dire que ce n'est pas des opposants. Alors, cela n'empêche pas qu'on pose sérieusement des questions au gouvernement. C'est pour cela que oui, je vous ai dit, la période là est une période d'échange entre le gouvernement et les parlementaires qui posent sérieusement des questions au gouvernement, mais qui répond. Et puis je peux vous dire, par exemple, pour donner l'exemple de cette année, les députés ont formulé au total 26 amendements au projet de loi de finances. Mais je peux vous dire que sur les 26, 22 amendements ont reçu un avis favorable. Et les 4 autres qui restent, soit un taux de 84%, et les 4 autres qui restent ont reçu un avis réservé, mais avec la promesse de les étudier en cours de gestion. Ça veut dire que ces amendements ne sont pas rejetés. Donc quand on voit, le résultat, c'est qu'il y a une franche collaboration entre le gouvernement et les parlementaires. Ça veut dire que le dialogue passe, et le dialogue est bénéfique, qui fait que ce n'est pas la mouture initiale du budget introduite par le gouvernement à l'Assemblée nationale qui est votée. Donc, c'est une mouture d'accord, ça dit qu'il y a un consensus, une mouture d'accord parti entre le gouvernement et les parlementaires. Les parlementaires retouchent le budget pour l'orienter dans tel autre sens, pour compléter, recharger des lignes au détriment d'autres, et que finalement, c'est un budget d'accord parti, un budget entre l'exécutif et le Parlement, donc un budget consensus. Donc voilà, ça veut dire que le dialogue est productif. Pourquoi serions-nous obligés d'aller à des employades verbales, à des envolées lyriques, si nous savons que nous avons soumis des observations, des préoccupations, et que ces préoccupations ont été prises en compte? Si vos préoccupations sont prises en compte, pourquoi en plénière vous reviendrez sur les mêmes choses? Non, je ne vois pas. Moi, je connais les députés et je sais que si leurs préoccupations n'avaient pas été prises en compte, en plénière, ils reviendraient là-dessus. Mais quand, en commission, lors de l'adoption du rapport général, quand nous avons lu les avis relatifs aux amendements du gouvernement, quand on est tombé sur un avis, moi j'ai vu un député dire, ben bravo, maintenant moi je suis satisfait. Mais quand vous êtes satisfait, pourquoi en plénière vous reviendrez encore pour poser les mêmes questions? Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas que nous sommes, comme on le dit, les députés godillots, et puis que tout ce que... Non, on ne va pas utiliser cette expression. Mais oui, les gens l'utilisent. Ils l'utilisent, donc nous on n'a pas peur de l'utiliser, et on assume même que si c'est pour le développement du pays, alors là, nous acceptons d'être des députés godillots, d'autant plus que je mets quiconque au défi de me dire le contraire de ce que la 8e législature n'a pas été plus prolifique que n'importe quel autre parlement auquel on a succédé. Et je pense que nous avons voté assez de lois, mis à la disposition de l'État, de notre État, beaucoup de lois et des lois très bénéfiques dans divers domaines. Les lois financières, on voit le nombre de milliards que nous avons contribué à mettre à la disposition de l'État pour adresser les différents problèmes de la nation, pour régler les problèmes d'eau, pour régler les différents problèmes des domaines sectoriels sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Je pense que la 8e législature a été plus qu'utile à la nation, si bien que nous traiter de godillots, ça ne dit rien parce que nous savons que nous avons été utiles et très, très, très utiles.
Honorable, dans cette émission, on parle beaucoup plus économie, finance, pas trop de la politique. Voilà. Donc, on va laisser les commentaires politiques. Les sujets à polémique. Oui. Alors, revenons à nos moutons, comme on l'a dit, pour parler justement de ce budget. On parle de plus de 3033 milliards de francs CFA. Je disais dans mon introduction que c'est le plus gros budget sous Patrice Talon. Qu'est-ce qui justifie cette hausse que nous avons constatée lors des, je crois, des derniers budgets? On était autour de 2000 milliards. Cette année, on est passé à plus de 3000 milliards. Est-ce qu'il y a des raisons qui motivent cette hausse? Merci beaucoup. Oui, précisément, le budget de 2023 est arrêté à un montant de 3033 milliards 337 millions, précisément, en progression de 2,6% par rapport à la loi de finances rectificative de 2022, à 16,4% par rapport à la loi de finances initiale 2022. Et pourquoi régulièrement il y a progression comme ça? Mais c'est la performance. C'est la performance due aux différentes réformes que le gouvernement a faites pour permettre d'élargir l'assiette fiscale. L'élargissement de l'assiette fiscale qui fait que les niches qui étaient donc des niches d'évasion fiscale ont été appréhendées. Et ceux qui ne payaient pas d'impôts, ceux qui arrivaient à passer par les mailles de filet fiscal sont appréhendés désormais. Et le peu que nous arrivons à faire tomber dans la caisse commune, il y a des mesures qui sont prises pour que personne ne les détourne. Vous voyez? Voilà les réformes. Élargir l'assiette fiscale, permettre que beaucoup contribuent. Ça ne veut pas dire la pression fiscale, parce non, que l'élargissement de l'assiette fiscale, on augmente le nombre de personnes, le nombre de personnes qui contribuent. Si avant, c'était 20 personnes sur 100 qui contribuaient, on a tout fait pour aller à 30-40 personnes qui contribuent. Ça veut dire la charge. Ça veut dire que le nombre d'impôts n'a pas augmenté. Non, il n'y a pas de création d'impôts nouveaux. Les taux d'impôts n'ont pas été augmentés. Mais les taux d'impôts sont restés les mêmes. Le nombre d'impôts est resté le même. Et pourtant, on continue d'avoir beaucoup plus d'argent. Ça veut dire que beaucoup plus de gens sont appelés à contribuer. On a essayé de les mettre dans la nasse fiscale pour qu'ils contribuent. C'est tout. C'est ça l'élargissement de l'assiette fiscale. Les réformes, par exemple, simplement, le simple fait de faire la facture normalisée. Rien que par cette réforme, il y a beaucoup de milliards qui commencent à être engrangés, mobilisés à cause de ça, parce que ceux qui vendaient, les commerçants qui vendaient, qui disposaient de la TVA, qu'ils étaient censés de collecter, de reverser pour l'État, ils ne peuvent plus parce qu'ils sont tracés. Comme ils sont tracés, ils ne peuvent plus disposer de cette somme. Cette somme rentre dans la caisse de l'État. Donc c'est ainsi qu'on a fait partout dans beaucoup de domaines pour permettre que tout ce que les particuliers volaient à l'État, qu'ils ne puissent plus les voler, mais que ça tombe dans la caisse de l'État. C'est pour ce qui fait que les budgets successifs depuis 2016 sont en croissance à chaque exercice. À chaque année, ça augmente. On est allé à 2000 milliards. En 2016, on a crié pour dire on ne peut pas trouver ça. On a trouvé, on a dépassé. Et 2017, idem, ainsi de suite. En 2022, la loi de finances initiale était arrêtée à 2541 milliards. 2541 milliards. Mais, chemin faisant, avant d'entamer l'étude de la loi de finances gestion 2023, le gouvernement a introduit une loi de finances rectificative. Donc, on a porté ça à 2946 milliards. Vous voyez? Ça veut dire de 2941 à 2946 milliards. Ça veut dire plus de ressources ont été donc engrangées en cours d'année 2022 comparativement à ce qui était prévu. Les régies financières ont été plus performantes. L'administration des douanes, l'administration des impôts. Aujourd'hui, maintenant, l'administration des impôts est performante à chaque fois qu'on leur alloue un quota en cours d'année.
elle dépasse le quota. Idem pour la douane. Ça veut dire que nos régies financières sont devenues performantes. Même le Trésor sont devenus performantes. Donc vous voulez dire par là que cette augmentation du budget, cette augmentation à la performance, est due à la performance de nos régies financières, mais aussi la mobilisation des ressources intérieures. La mobilisation des ressources intérieures est devenue dynamique et performante, mais aussi la capacité de lever des ressources extérieures. Je voulais en venir là. Est-ce que cette augmentation aussi n'est pas due quelque part par les dettes extérieures? Les dettes, oui. Pourquoi pas? Les ressources extérieures. Oui, quand vous avez une bonne capacité de mobilisation de ressources intérieures, vous avez une bonne signature à l'étranger. Et puis vous avez assis des règles saines de gestion des finances publiques. Alors, votre signature devient plus crédible dans les milieux financiers internationaux et on vous prête facilement de l'argent et même à moins de coûts. C'est ce qui a entraîné les reprofilages de dettes auxquels on a eu lieu, où on a trouvé de la dette moins chère pour rembourser les dettes toxiques qu'on avait. Donc ça veut dire que nous avons maintenant une bonne dette. Le Bénin a une bonne dette, la dette à longue durée, 30 ans, à des taux qui oscillent entre 1, 2 à 3% au plus, contrairement à ce qu'on avait jusqu'à des taux commerciaux de 8%, auxquels on empruntait au cours des régimes passés pour aller faire face à des projets de développement. C'était des dettes toxiques que le gouvernement actuel a eu le mérite de remplacer par des dettes moins chères. C'était ça le reprofilage de la dette du Bénin. Donc ça, non seulement nous avons amélioré notre capacité de mobilisation de ressources intérieures de par l'élargissement de l'assiette fiscale et de par les réformes qui ont été faites pour sécuriser ce que nous arrivons à engranger et bien gérer ce que nous avons dans la caisse. Tout cela a permis d'améliorer notre signature, la qualité de notre signature, et puis les bailleurs nous font confiance et nous prêtent facilement. Mais quand on dit que le Bénin va sur les marchés financiers internationaux, emprunte et tout le monde parle de la dette, est-ce que le plafond de la dette est crevé? Je ne pense pas. Vous savez que les critères de convergence de l'UEMOA imposent qu'on ne peut pas, on ne devrait pas dépasser 70% du PIB. Mais le Bénin est à combien? Autour de 50. Le Bénin flirte autour de 50-51%. Donc ça veut dire que nous avons encore une marge. Donc nous empruntons. On ne peut pas refuser d'emprunter. Si vous avez la capacité d'emprunter, il faut emprunter. D'ailleurs, dans le milieu financier, on ne prête qu'à ceux qui sont solvables. On ne prête qu'à ceux qui sont riches. On ne prête qu'aux riches, on me le dit. J'ai eu un grand financier qui a dit que c'est une aberration d'apprendre que les gens disent qu'ils ont réalisé des projets de développement sur fonds propres. Que c'est bête qu'on ne le fait pas. Si vous avez la capacité d'emprunter, il faut emprunter. En empruntant, vous doublez vos capacités de réalisation. Ce que vous avez vous-même, faites-le. Ça vous permet de réaliser des projets. Ce que vous empruntez vous permet aussi de les doubler. Donc, ce serait bête de dire nous avons réalisé nos projets sur nos fonds propres et on ne peut pas s'enorgueillir de ça. On dit c'est bête même. Honorable Benochi, oui. Alors parlons du concret à travers cette émission. Quelles sont les bonnes nouvelles pour les Béninois pour l'année 2023? Merci beaucoup. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on dit que le budget 2023 est un budget hautement social qui colle avec le hautement social annoncé. Mais le hautement social est décrié sur la toile. C'est décrié, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Les gens estiment qu'il n'y a pas du concret. Il y a du concret et le panier de la ménagère n'est pas amélioré. Je vais vous dire tout à l'heure comment c'est concret et comment ce serait davantage concret. Je vais vous le dire tout à l'heure. Ça colle avec le hautement social et aussi en phase avec le PAG2. Le PAG2, où plusieurs projets ont été annoncés pour être réalisés. Je vais prendre par exemple les cantines scolaires. Je prends ça simplement. Ça, c'est le social. Permettre que nos enfants qui sont à l'école puissent prendre un repas chaud par jour. On était à 400 000 élèves en 2019. Mais aujourd'hui, on est déjà à 1 million d'élèves écoliers qui prennent un repas chaud. Ça veut dire qu'on a doublé ça en l'espace de 3 ans. Vous voyez? Et on est autour de 75% des écoles où
les cantines scolaires sont présentes et permettent que nos élèves prennent un repas chaud. Cela permet de les sédentariser dans les écoles et permettre qu'ils n'aillent plus en divagation. Ils sont sédentarisés pour pouvoir donc s'occuper de leurs études. Mais l'objectif, c'est d'aller à la couverture totale, 100%. Et je pense que jusqu'à fin 2023-2024, on tendra vers la couverture à 100% des cantines scolaires. Et puis le Bénin est devenu une école, puisque les bailleurs, la Banque mondiale et le FMI demandent au Bénin comment est-ce que le Bénin est parvenu à faire cela sur le budget national. C'est sur fonds propres que le Bénin arrive à gérer les cantines scolaires. Donc c'est rare, ça n'existe pas presque dans le monde. Et les institutions internationales se demandent comment est-ce que le Bénin est arrivé à faire cela. Le Bénin est même devenu une école où d'autres pays viennent s'inspirer de l'exemple du Bénin pour pouvoir aller le réaliser chez eux. Vous voyez, donc ça, les cantines scolaires, c'est du hautement social. Deuxièmement, si je prends l'eau, qui va me dire que l'eau, ce n'est pas la vie. L'eau, c'est le hautement social. Arriver à ce que tous les villages aient de l'eau et les projets d'eau en termes d'eau, où nous étions à 35% de taux de couverture en 2015. Et aujourd'hui, avec le gouvernement Talon, la rupture, nous tendons vers près de 75% de couverture. Je pense que ça, c'est du hautement social. Et partout, amener de l'eau, c'est la vie. Je quitte le domaine de l'eau pour aller, quand on parle du panier de la ménagère, moi je dis souvent que même en faisant les routes et l'asphaltage, ça rentre dans le panier de la ménagère. Les gens me disent, mais comment ça? On fait la route. Quand on fait la route, le ventre peut-il se remplir? Mais oui, est-ce que vous voulez démontrer? Parce que je vais vous démontrer ça. Quand on fait l'asphaltage et les EM qui sont en Cotonou circulent sur les routes asphaltées, leurs moteurs ne tombent plus en panne, les pneus ne sont plus très usés, les roulements ne sont plus gâtés, et ils ne vont plus chez le mécanicien. Et ce qu'ils avaient l'habitude de dépenser chez le mécanicien chaque année, ça reste où? Dans leur poche. Ça, ils économisent ça, ça rentre dans le panier de la ménagère. Ça leur donne plus de capacité. Hein? Vous voyez, ils ont plus de capacité à aller sur les marchés pour aller acheter. Ça augmente leur autonomie financière. Et avant de prendre sa moto et de rouler sur la bonne route, la route qui est assainie, le cadre de vie assaini, il faut qu'il remplisse d'abord son ventre, non? Mais il n'y a pas l'un sans l'autre. Hein? En espagnol, on dit bibi para comer ou comer para bibi. C'est la même chose. Il faut vivre pour manger, mais il faut manger aussi pour vivre. C'est le même. Il faut commencer quelque part. Hein? Donc, voilà. Je vais sur un point où on attend tout le monde, les centrales syndicales, les confédérations, et la révalidation des salaires. Je pense que c'est acquis. Hein? Les voix les plus autorisées vont l'annoncer très prochainement. Mais nous avons vu ça dans le budget. C'est retracé dans le budget et nous avons validé tout cela déjà. Et je pense que c'est de très bonnes surprises. Hein? Les Béninois seront contents. Je ne vais pas dire plus. Donc vous préférez maintenir le suspense. Est-ce que vous avez discuté au moins avec le gouvernement de long en large cette question de révalorisation des salaires qui doit être contenue dans le budget? Je dis c'est contenu dans le budget. Nous l'avons validé. C'est dans les budgets et ça sera annoncé et ça sera exécuté. C'est une forte cagnotte d'augmentation salariale. Je ne vais pas dire le bon temps, mais les voix les plus autorisées vont le dire très prochainement. Je pense que on aura le temps. Bon, désormais, les gens vont se taire sur cette question parce que je ne pense pas que ce qui sera annoncé, qu'on puisse trouver ça quelque part dans notre sous-région. Ça n'a jamais été fait. Et je pense que les Béninois seront très contents. Mais je réserve la primeur de l'information à qui de droit. Monsieur le Président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, une question aussi qui vient à l'esprit quand on parle du budget général de l'État, c'est de savoir est-ce qu'il y a de nouveaux impôts, de nouvelles taxes qui sont instituées dans le nouveau budget. Voilà, c'est ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de nouveaux impôts.
il n'y a pas de nouveaux impôts qui soient créés. En tout cas, pas pour 2023. Pas pour 2023. Et pas d'augmentation de taux pour les impôts qui existent déjà. Bien au contraire, il y a des surprises pour les entreprises, les petites entreprises dont le chiffre d'affaires n'atteint pas 50 millions. 50 millions, ils sont maintenant presque en exonération d'impôts. Alors, ce n'était pas comme ça. Avant, ils payaient. Ils vont payer le minimum de 150 000. Donc, avant, ce n'était pas comme ça. Donc, ça, c'est une surprise pour les entreprises, les petites entreprises. Ça leur permet donc d'économiser ce qu'elles avaient l'habitude de payer ou ce qui leur était imposé. Donc, pas d'augmentation de taux d'impôt, pas de création d'impôts nouveaux. Donc, le Bénin ne fait que faire des réformes pour élargir l'assiette fiscale. Et le taux de pression fiscale au Bénin, je peux vous dire, au Bénin, en principe, les critères de convergence de l'UEMOA prescrivent que pour qu'un État puisse adresser les problèmes auxquels il est confronté, il doit aller jusqu'à un taux de pression fiscale de 20%. Mais le Bénin est légèrement autour de 12-13%. Ça veut dire que nous avons encore de la marge et le Bénin peut davantage augmenter la pression fiscale. Et quand on parle de pression fiscale, les gens pensent que c'est créer des impôts pour que ça pèse sur nous. C'est le mot qui est mal choisi peut-être, mais la pression fiscale veut dire la capacité d'un État à recouvrer ses impôts. Le nombre de gens sur lesquels on fait peser la charge publique, on dit l'État a des dépenses, il faut les couvrir. Mais les compatriotes qui vont couvrir, qui vont permettre de couvrir ces charges, il faut qu'ils aillent au moins à 20%. Vous voyez, c'est ça la pression fiscale. Ça ne veut pas dire qu'on crée d'impôts pour que Clément paye plus d'impôts qu'il payait. Ce n'est pas ça la pression fiscale, mais permettre que beaucoup de gens contribuent. Et que si on était à 1000 francs de recouvrement d'impôts, qu'on aille à 1500 à 2000, sans créer d'impôts nouveaux, sans augmenter les taux des impôts, mais arriver à recouvrer davantage. D'accord. Parmi les critiques aussi qui étaient faites, adressées au gouvernement, les reproches ont dit sa forte présence sur le marché financier, notamment le marché des titres avec les emprunts obligataires. Est-ce que dans le budget 2023, vous avez travaillé à réduire la présence du Bénin c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure que c'est pas bien réfléchi de penser qu'on peut travailler à réduire la capacité du gouvernement d'aller contracter des emprunts. Le budget est voté avec un déficit de 540 milliards. Et ces 540 milliards, il faut les couvrir. Et le ministre d'État en charge de l'économie et des finances est autorisé à aller rechercher le gap. Donc c'est ça. Quand on dit est autorisé à aller, c'est d'aller lever les fonds. Ça veut dire que vous n'êtes pas réceptif aux critiques qui sont formulées. Ce n'est pas une bonne critique. Ceux qui font cette critique ne sont pas... non, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est une mauvaise chose. Non. Si Clément a la capacité, est salarié, et a la capacité que quelqu'un lui prête de l'argent en 2023 et qu'il puisse y régler jusqu'à la fin de l'année ou bien sur 5 ans, même réaliser ses projets et puis régler sur 5 ans, ça va changer le train de vie de Clément en 2023. Clément sera davantage plus productif, sera bien nourri, sera bien logé, ou aura un bon moyen de déplacement et sera plus productif, peut accéder à d'autres sources de revenus encore pour augmenter sa capacité de remboursement. On ne va pas refuser ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une mauvaise chose que d'aller emprunter. Mais ce qui est reproché, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on emprunte mal. Il ne faut pas mal emprunter. Il ne faut pas aller emprunter à des taux toxiques, à des taux où la charge financière est lourde pour la trésorerie de l'État. Vous voyez? C'est ce qu'on dit. Et puis, quand on emprunte, on fait quoi avec? C'est ça, il faut voir. Si on emprunte, si vous empruntez pour aller investir dans des dépenses somptuaires, ça veut dire que vous vous appauvrissez.
Et c'est ça qui est reprouvé. Il ne faut pas faire ça. Si vous empruntez, et c'est pour investir dans des outils, des investissements structurants, qui vont permettre que vous ayez plus de revenus demain, c'est un bon emprunt auquel on doit conseiller. Et le Bénin, vous savez que le Bénin, notre pays, se met sur la voie de la modernisation et la voie de l'industrialisation qui va nous permettre demain beaucoup de ressources. On investit aujourd'hui pour que demain, nos enfants n'aient plus beaucoup à se gêner avant que le budget de l'État ne puisse être amélioré. Les pays développés aujourd'hui ont mis des décennies pour investir lourdement, pour s'industrialiser. Et aujourd'hui, ils sont des revenus. Les arrière-fils des grands-parents qui avaient fait ces sacrifices sont en train d'en profiter aujourd'hui. Mais nous avons tout à faire parce que nous ne sommes pas industrialisés. Et nous devons donc faire des investissements structurants qui permettent que demain, nous puissions avoir des revenus facilement. Et pendant cette phase, nous avons besoin d'assez de ressources. Et si nous avons la capacité d'enlever des ressources, de lever des ressources à l'international sur les marchés financiers, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, nous avons amélioré notre capacité de remboursement. Que les milieux financiers peuvent nous faire confiance. Et nous font confiance déjà. D'ailleurs, vous voyez, les institutions de notation ont confirmé la notation du Bénin B+, positif, avec bonne perspective. Ça a été confirmé encore. Malgré les crises. Le Bénin, dans cet espace, est le seul pays où, malgré le contexte peu favorable de l'environnement, de l'économie mondiale, pour lequel la Banque mondiale a tablé sur la réduction du taux de croissance, dans cet environnement, le taux de croissance escompté pour le Bénin en 2022, c'est autour de 6%, contrairement à l'économie mondiale. Et en 2023, nous tablons sur un taux de croissance de 6,5%. Est-ce que j'en venais à cette dernière question parce que le temps est totalement parti. Vous projetez 6,5% de taux de croissance pour 2023. Vu le contexte international actuel, est-ce que cette projection est-elle réaliste? La projection est réaliste en ce sens que malgré ce contexte dans lequel nous vivons déjà, qui est peu favorable, notre taux de croissance pour 2022 va croître. Nous serons de 5,4, nous irons à 6%. Ça veut dire que nous sommes en progression. Et si vous êtes en progression, et pourquoi il faut être pessimiste? Non, il faut être aussi optimiste, mais réaliste. Nous sommes réalistes. Le taux de référence est un taux réaliste. Et nous pensons peut-être dépasser ça si les conditions s'amélioraient. Donc, le Bénin a conçu un budget réaliste, prudent et raisonnable. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas optimistes à l'essai, mais il faut prévoir d'aller de l'avant. C'est pour cela que ce taux a été projeté selon cette tendance. Gérard Benouchi, président de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale du Bénin, 8e législature, je le précise. Merci beaucoup pour toutes ces explications et d'avoir permis aux Béninois d'avoir une idée sur ce qui les attend en ce qui concerne le budget de l'État gestion 2023. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.